Dernier épisode de la saison 3 de Drette sur le tape aujourd'hui avec monsieur Steven Bégin. Mais non, c'est pas vrai, Steve Bégin. Oui, ça s'en vient dans quelques instants. C'est le dernier épisode de la saison, donc j'ai plein d'annonces à vous faire qui me réjouissent au plus haut point. Tout d'abord, je reviens là au moment d'enregistrer chez nous. J'étais un petit peu sur un buzz parce que je reviens du Rosec. J'ai fait la tournée du Rosec avec mademoiselle Catherine Levac. On s'est promené sur la Côte-Nord, la Gaspésie. On est parti une 10-12 de jours et c'est rare qu'on part aussi longtemps dans une tournée. C'est qu'on est aussi loin de chez nous aussi longtemps. Et donc, ça a été un réel plaisir. Je dois juste remercier tous les gens qui sont déplacés, évidemment pas pour moi, mais quand même qui sont déplacés au spectacle de Catherine. Partout, écoute, on s'est promené, Sept-Îles, Bécomo, Havre-Saint-Pierre. D'ailleurs, on a habité dans un petit gîte à Havre-Saint-Pierre qui s'appelle La Marée. Pas de E, parce que c'est Marcel et Régent, les propriétaires. Là, vous allez dire, oh, j'aime pas, tu t'en vas avec ça. Non, c'est ça. Au contraire, c'était absolument adorable. Si vous avez un gîte à aller dans le coin d'Havre-Saint-Pierre, je suis zéro payé pour ça. Ils savent même pas c'est quoi un podcast, mais je le dis, ça a été un réel bonheur, Havre-Saint-Pierre. J'ai joué au hockey dehors, je chantais de Peter Forsberg, j'ai mis des réseaux sociaux. Vous voulez voir ça? Les gens se demandaient qui j'étais. Le gars Forsberg, dans le patinoire tout seul à Havre-Saint-Pierre. Bref, merci aux gens qui sont venus. Puis s'il y en a qui viennent voir la tournée de Catherine, sachez que... Parce qu'il y en a qui m'ont écrit après, ils m'ont dit « parce que c'était à Gaspé, je pense qu'un gars qui m'a écrit, il m'a dit « Oui, bon, j'aime beaucoup le podcast, j'étais au show, puis en tout cas, je t'aurais dit allô, mais dans le fond, j'imagine que vous n'êtes pas sorti après. » Mais oui, Catherine ne le dit pas sur scène, mais elle sort après rencontrer les gens. Là, il y a une espèce de... je sais pas c'est quoi le terme, là, pas un poster, mais un genre de rouleau d'affiche un peu format géant de son spectacle dans l'entrée des salles de spectacle. C'est là qu'elle sort après les spectacles. Puis je sors avec elle généralement. Donc, si vous êtes là dans ce temps-là, ben regarde, puis vous voulez dire ciao big, gros big, c'est ça, là. Donc, c'est ça. Si vous voulez qu'on se salue après les spectacles de Catherine, ben moi, ça va me faire plaisir. Surtout quand on est en région, ben c'est sûr que je peux pas partir après le spectacle, aller faire un autre spectacle. On reste là, donc ça va me faire plaisir de vous saluer. OK, cool, c'est le fun. Donc, je voulais aussi vous remercier. Bon, donc ça, c'était pour les spectacles. Merci aux gens. Revenons au podcast. Merci de cette 3e saison incroyable, tout le monde, d'être encore au rendez-vous. Vraiment, on voit nos chiffres monter. Vous en parlez à vos amis, vous en parlez aux gars dans votre... Aux filles, je sais, je dis, parce que moi je dis toujours les boys, les gars, mais je sais que c'est pas juste des gars qui écoutent le podcast, puis je suis très fier même qu'il y a des filles en grande quantité qui écoutent le podcast, fans de hockey ou pas. Je suis très content que vous écoutez le podcast, que vous en parlez à vos amis, aux gens qui est hockey, à votre job, à la pause café, à vos amis dans la ligue de garage. Peu importe à qui vous en parlez, c'est à cause de vous que le podcast prend de l'ampleur et que c'est ça, man, que tout ça a un purpose, tu sais. C'est ça, là, dans la vie, dans le fond. Alors, merci à vous d'être au rendez-vous. C'est vraiment un plaisir. C'est le fun d'avoir construit un fanbase, que vous soyez avec nous, que vous aimez nos invités, nos épisodes, la diversité, la recherche, le temps qu'on met là-dedans. C'est vraiment apprécié. Quand vous m'écrivez, vous m'en faites part. J'aime beaucoup, j'apprécie sincèrement. Donc, voilà, on planche déjà même sur la saison 4, qui débutera à l'automne prochain en même temps que la saison de hockey. Et je veux d'ailleurs vous dire que la saison 4, nous, on est toujours en train d'enregistrer. À l'année, on enregistre des épisodes parce qu'il faut vraiment... On est un peu dépendant des invités, donc on essaie de les attraper au vol. Je veux vous dire, parce que j'en ai pas parlé assez peut-être dans la saison, mais écrivez-nous, n'hésitez surtout pas à nous écrire sur Facebook, Instagram ou même par courriel, s'il y en a qui sont plus courriel, david@dretsultape.com, david@dretsultape.com. Pour vous nous faire part des invités que vous aimeriez qu'on reçoive, c'était une longue phrase, vous aimeriez qu'on reçoive vos podcasts, ou encore mieux, vous avez des invités que vous pouvez nous aider à booker, vous avez des contacts, vous êtes plugués, ou vous êtes le beau-frère de Patrice Bergeron, ou le voisin de chalet de Michel Goulet, ou encore l'ami du fils d'Herbie Moreau. C'est toutes des choses qui peuvent nous aider. Et je fais des blagues, mais pour vrai, on a reçu souvent des gens qui nous écrivaient, ah oui, ben justement, lui, c'est mon beau-frère, je travaille avec lui, je peux vous... Ça nous aide toujours, nous, je vous rappelle, on fait tout nous-mêmes, producer Tom, moi-même, et mon frère, même, qui nous aide des fois, Frank de Calgary, pour le booking. Donc, d'ailleurs, c'est là à Calgary que j'ai rencontré Martin Chilina, pour ceux qui s'en rappellent. Donc écrivez-nous. On est en booking, c'est estival, il y a beaucoup de gens qui vont revenir pour la saison morte, et on adore ça, avoir de vos nouvelles. Donc, n'hésitez pas à m'écrire sur Facebook, Instagram,
ou et courriel. On a même une page Twitter. Mais Twitter, c'est un peu 2011, donc on est moins présent, mais on va lire ça quand même, les copains. OK, cool. Pour vous remercier, oui. Ça va être, je sais que c'est une introduction longue. Steve Bégin s'en vient, mais c'est juste, il y a des affaires vraiment nice que je veux que vous sachiez. Comme exactement ceci, pour vous remercier de cette saison-là, on fait un party de fin de saison, le party de fin de saison Dread sur Tape, qui va devenir une tradition annuelle, absolument. Et le party de fin de saison, c'est pas juste un petit party avec des chips, non. C'est un enregistrement devant public. Vous assistez à l'enregistrement devant le public et vous pouvez poser vos questions vous-même à l'invité. Évidemment, l'invité, je vous garde la surprise, mais ça sera évidemment un invité pas piqué des verres. On veut quand même vous gâter, on vous respecte, on vous apprécie. Je parle comme un politicien qui découpe ses phrases, qui essaie de gagner du temps. Et donc, non, ça va être un party de fin de saison qui va avoir lieu. Là, j'aimerais même ça avoir la date exacte, mais ça va être à peu près autour du 26 avril. On est juste en train de confirmer l'endroit, mais on va évidemment placarder ça sur nos médias sociaux et on va vous le divulguer d'ailleurs en primeur aussi sur notre page Patreon. Donc, party de fin de saison. C'est un enregistrement devant le public. Vous prenez une bière avec tous les passionnés comme vous, mais aussi Producer Tom et moi, on est là, on jase avec vous. L'enregistrement d'au moins 1 heure qui va avoir lieu, évidemment. Il y a aussi, on fait tirer des prix sur place, on fait tirer du gear. On va avoir un encan aussi silencieux avec des prix exclusifs qu'on a ramassés au fil de la saison, des items signés absolument complètement nice de collection que vous voulez absolument dans votre maison si vous êtes un die-hard fan. Et donc, ça va être autour de comme je vous dis, la mi-avril, là, puis on va sûrement peut-être checker même une game de playoff après. Bref, une solide soirée de plaisir en perspective. Pour être au party, comment on fait? Eh bien, c'est très simple. Si vous êtes un membre Patreon, c'est gratuit. Vous êtes déjà sur ce que les gens en 2006 appelaient une guest list. T'es-tu sur la guest list? Amine plus 3, c'est-tu possible, ça? Alors, vous êtes déjà sur la guest list du party de fin de saison de Red sur le Tape. Si vous êtes... vous n'êtes pas encore membre Patreon, c'est comme weird. Non, si vous n'êtes pas membre Patreon, mais c'est très simple, ça va être seulement 10$. On ouvre le party quand même pour les fans, on veut que ce soit le plus nice possible. Mais évidemment, c'est sûr que vous êtes gagnant si vous êtes membre Patreon parce que c'est 2$ par mois à être membre Patreon. D'ailleurs, donc c'est ça, je l'ai dit, là, 10$. Ça va être 10$ pour le public, c'est vraiment un faible coût, puis il va y avoir de la bière, puis comme je vous dis, ça va être une solide soirée. En plus d'avoir votre entrée gratuite au party de fin de saison, être membre Patreon, parce que là, c'est la dernière épisode de la saison. On fait relâche pour l'été, mais on ne fait pas relâche. C'est pas parce qu'on fait relâche. On va en enregistrement pour la saison prochaine. Mais en fait, c'est pas parce qu'il y a un relâche d'épisodes durant la saison estivale qu'on arrête de vous gâter. Parce qu'à chaque dernier vendredi du mois, on va faire tirer un package Dread sur le Tape aux membres Patreon. Et ça comprend à chaque fois la mission Forsberg, en plus des items exclusifs. Je vous rappelle que le premier tirage, on a fait gagner Maxime Poulet qui a gagné le package Dread sur le Tape avec la mission Forsberg, un t-shirt Dread sur le Tape, une POC. Il y avait aussi une affiche de Lancez Compte original la saison des années. La première saison des années 80. Je suis trop excité! Je capote! La première saison des années 80, signée de la main de M. Régent Tremblay. Donc ça continue à chaque dernier vendredi du mois, tout l'été. Donc allez vite sur patreon.com/Dread sur le Tape et devenez membre. Et vous courez la chance de remporter ça. En plus de nous supporter, il nous permet de continuer de produire ce podcast que j'ose espérer vous appréciez. On parle ici, en passant, depuis tantôt, c'est comme si je ne le mentionnais pas, mais on parle ici de 2$ par mois. Ça peut, et c'est exactement, en fait, c'est très simple, ça peut être le 2$. Tu sais que quand tu t'assois dans l'auto d'un ami, tu perds en dessous du siège, puis tu vas pas le rechercher parce que c'est 2$, puis la vie est courte, puis tu perds pas. Ben, exactement ce 2$-là que vous perdez dans le char, envoyez-nous-le par mois. Ça fait une super grosse différence, puis tout le monde est heureux, puis vous avez des avantages, vous pourrez gagner des choses, vous avez des épisodes d'avance. C'est dans le plaisir. Et c'est le prix d'une POC par mois. Une POC par mois pour que Dread sur le Tape continue de vous servir. On est d'ailleurs à 85. Je suis ça à coke, moi. Pardon, mais vite, il est comme 5 heures. Il est quelle heure? Je bois même pas de café. Hein? Midi moins quart. C'est... Une petite sieste dans l'auto, ça m'a craqué, ça. On est à 85 membres Patreon en ce moment, au moment d'enregistrer ceci, et on aimerait ça atteindre les 100 membres avant le début de la saison prochaine. Donc, go, go, go! Allez, allez, allez! Here we go! Allez, allez, allez! Oui, je l'ai chanté jusqu'au bout.
Donc, comment on se rend à ça? Je voulais aussi vous dire, parce que là, il y en a, je sais, vous entends penser que c'était des petits malcommades. Ce qui arrive avec ça. Là, il y en a qui disent, hey, tu dis que c'est le dernier épisode de la saison, mais là, l'année passée, autour du repêchage, avec Chucky Pellerino, le in-house specialist du repêchage. Vous avez fait un épisode qui était pas plate pantoute. Eh bien, vous avez cru remarquer, oui, on l'a fait l'année dernière, un épisode spécial pour le repêchage avec Charles Pellerin et Snake Boisvert. On a récidivé pour la mi-année avec Stéphane Leroux avant les World Juniors. Eh bien, sachez que c'est sûr qu'on ne vous oublie pas pour le repêchage. Charles Pellerin depuis le début de l'année, est en période intensive de scouting. Vous n'avez aucune idée à quel point ce gars-là est un fêlé et c'est pour ça que je l'aime. Il est très, 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 très avancé dans ses trucs. Bref, je le garde. Je veux pas te dire, mais ça sera pas plate. On va évidemment récidiver avec un épisode spécial repêchage au mois de juin. Ça avait été un des épisodes les plus convoités. C'est peut-être pas le bon mot, mais les plus... peut-être, ouais, je pense écouter l'année dernière, puis en plus c'est sur une courte période là, puis parce qu'il avait été c'est pas celui qui avait été au début de l'année, mais il avait quand même été extrêmement apprécié. Beaucoup de gens m'avaient fait part de comme quoi on apprenait beaucoup de choses dans l'épisode qu'on n'apprenait pas dans les médias traditionnels québécois. Et c'est vrai, il n'y a pas de spécialiste du draft, comme mettons un gars comme Corey Pronman qui travaille pour The Athletic. Il n'y a pas ça au Québec dans les médias, parce que je pense que c'est peut-être trop niché, peut-être pour la demande, mais bref, cette personne est Charles Pellerin, et nous l'avons, mesdames et messieurs. Donc, oui, on ne vous oublie pas, il va y avoir un épisode spécial repêchage au mois de juin. On est rendu finalement, après 11 minutes de malcommoderie, écoutez, on avait trop de bonnes nouvelles. Hein? On est rendu à M. Steve Bégin, présenter notre invité. Vous le connaissez probablement, sûrement que vous avez cliqué sur l'épisode, peut-être même parce que vous reconnaissiez le nom. Mais Steve est un ancien attaquant des Canadiens de Montréal de 2003 à 2009. On parle la notion du temps, mais c'est de 2003 à 2009, ça fait déjà un bon bout. Et ça faisait longtemps qu'on était en pour parler avec lui, mais Steve est un gars très occupé. Il a une compagnie de construction, donc c'était toujours difficile de trouver une date. Finalement, j'ai réussi à le rejoindre dans un espèce de... Vous allez l'entendre au début, mais dans un genre de lounge à Montréal, genre d'endroit où tu peux rencontrer organiser des rencontres dans des bureaux, tout ça. Donc, je l'ai rejoint. Ça sonne tellement weird, comment je l'ai dit. Mais ça sonne comme si c'était Eyes Wide Shut, mais avec des demi-visières. En tout cas. Je l'ai rencontré absolument. Puis la raison pourquoi aussi j'essayais de repousser la sortie de l'épisode, c'est parce que son équipe, en fait, ils sortent un livre. Steve sort un livre, pas lui, mais en fait, c'est écrit par Luc Gélina, le reporter de RDS. Un livre sur lui, une genre de biographie, et ça s'appelle Steve Bégin, l'entêté. Et la date de sortie du livre, en fait, a toujours été repoussée. Ça se supposait être l'automne, finalement. Ça se supposait être au mois de mars 2019. Finalement, je pense que ça va peut-être au printemps 2020, de ce que j'ai vu sur Internet. Donc, bref, tout ça pour dire, je ne sais pas exactement à quel moment ça va sortir. C'est encore un petit peu nébuleux, mais évidemment, sachez qu'on va évidemment partager ça sur les médias sociaux dès que le livre va sortir. Ça va nous faire plaisir. Alors que Steve a pris le temps de venir nous rencontrer. Tu sais, honnêtement, Steve Bégin, c'est exactement la personne que vous pensez que c'est, un gars, un bon boy en chef, super sympathique, nous a reçus. En plus, on avait un temps limité avec lui, 1 heure, mais genre de gars que si on avait été en studio, on aurait fait littéralement, facilement 2 heures. C'est un vrai jaseux, c'est un conteur naturel. Bref, je vous laisse, pour le dernier épisode de la saison, je vous laisse écouter ma rencontre qui s'est déroulée le 1er août 2018 avec l'adorable Steve Bégin. Avec David Bocage. On a fini par réussir à se rencontrer, Steve. Finalement. Oui, at last. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Merci de nous recevoir. On est où, là, en ce moment? On est au centre-ville de Montréal. Au Parloir, c'est une place que les gens viennent faire des rencontres. C'est ça. Ils peuvent emporter leur vin. C'est une belle place, ça. Tu prends un membership, puis... tu peux venir durant l'année, t'emportes un guest. C'est vraiment cosy, c'est le fun, puis c'est relax aussi. Là. Comme un club. C'est comme un genre de club, si on peut dire, mais pas un... Pas échangiste. Avec du boum-boum. Non, c'est ça. Tout le monde a leurs vêtements. C'est vraiment de place, là. Ça fait plusieurs fois que je viens. Puis c'est mon ami Simon Arsenault qui est membre ici. Il a son bureau, d'ailleurs, en haut.
Puis on fait souvent nos rencontres ici, comme tu vois, il y a plein de salles privées Ouais. où tu peux aller t'asseoir. Si j'avais un mot pour le décrire, lounge. Lounge, exactement. C'est un lounge. C'est bien, mais comme je te dis, tu peux apporter. Il faut que tu apportes ton vin. Ils ne vendent pas d'alcool ici. Okay. Fait que tu as des endroits pour mettre ton vin ici en arrière, puis l'entreposer. Donc. T'es-tu un gars qui a amené du vin ici? Non, je viens pas assez régulièrement. Okay. Là. Moi, je suis quand même, ça arrive ça, mais toutes les fois que je fais mes rencontres avec Simon et comme toi d'ailleurs ici aujourd'hui, on est ici, c'est un bel endroit, puis c'est le fun. Là. Oui, c'est drôle parce que quand tu rentres, tu descends l'escalier, puis ouais. tu passes la première porte, puis il y a comme juste un long corridor noir. Exact. Là, je me dis, où c'est je m'en vais? Tu dois avoir un code au bout où tu as une empreinte de ton pouce. Ah ouais, c'est ça. C'est drôle. Je pensais dans Eyes Wide Shut, où dans quel party je m'en vais, que je suis pas supposé aller. J'ai emporté mon masque. mon équipement de cuir, mes culottes de cuir, ma strap. Mais... J'ai amené mon habit médiéval. Prochaine fois. Oui, c'est ça. On va commencer par le maintenant, en fait, puis après ça, on reculera, mais ton nom est revenu dans l'actualité récemment parce que oui. Je pense que tes filles t'ont rendu assez vieille pour que, dans le contrat, de ce que j'ai compris, tu puisses retourner dans le hockey d'une certaine manière. Oui, exact. Je m'étais donné encore une autre année. Okay. J'étais censé attendre jusqu'à l'an prochain. Je voulais que mes deux filles soient au secondaire. J'ai ma plus vieille qui va avoir 14 ans au mois d'octobre, qui s'en va en secondaire 3. J'ai ma plus jeune qui a 11 ans qui s'en va en 6e année cette année. Donc, Steve Hartley, qui est coach à Drummondville. Fils de Bob. Fils de Bob. Exactement. Oui, exact. J'ai joué pour Bob à Calgary. Donc, m'a téléphoné, m'a fait une proposition, puis j'ai dormi là-dessus quelques jours, mais je savais... C'était une sieste? Oui, c'est ça. J'ai fait une sieste là-dessus de 10 minutes. Ah, finalement, j'ai dit, ça va être cette année, finalement. Écoute, j'ai réfléchi plusieurs jours. J'ai parlé avec ma femme, avec mes enfants. Puis la première journée, ce qui est drôle, c'est qu'aussitôt que je leur ai mentionné, que je leur ai dit, ils ont dit oui tout de suite. Ils ont dit, ben oui, pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu y vas pas? Puis là, j'ai dit, OK, mais là, j'ai dit, je prenais quelques jours. Là, je vais réfléchir quand même quelques jours. J'ai pris au total, parce que quand ils me l'avaient demandé, j'ai dit, OK, donne-moi on était genre le vendredi. J'ai dit, donne-moi jusqu'à lundi, mardi. Puis il m'a rappelé le mardi. Il m'a dit, Steve, t'as-tu pris ta décision? Je lui ai dit, écoute, peux-tu me donner jusqu'à lundi prochain? Là? Je veux juste. Puis elle me l'avait dit, là, mes enfants, puis tout. Puis ils étaient comme contents pour moi. Puis ils voulaient. Pour moi, ils veulent que je parte de la maison. Ouais, je sais pas. Là. Ils me trouvent, ouais, c'est ça, ils me trouvent fatigant. Puis j'ai quand même pris jusqu'au lundi d'après, là. J'ai pris une dizaine de jours au total, puis j'ai appelé, puis je savais ma réponse c'était quoi. Je voulais oui, mais je voulais quand même faire certain. Je voulais pas dire oui rapidement, puis après ça, me retrouver à la maison, puis dire j'aurais dû attendre une autre année, ouais. Puis pourquoi, tu sais, à Drummondville... Mais j'ai dit oui, puis je voulais faire ça comme ça. J'ai attendu, puis ce qui était vraiment important également, c'est que je voulais parler avec Val-d'Or avant. Je voulais leur dire ce qui s'en venait. Je voulais leur dire, parce qu'eux autres, ils me le demandent pratiquement tous les ans, si je veux devenir les Foreurs de Val-d'Or, si je veux devenir assistant coach avec eux autres, aller les aider et tout. Puis, parce que tu as une certaine allégeance avec eux, parce que tu as joué là-bas. J'ai joué avec eux, j'ai toujours fait plein d'affaires pour eux. En 2014, j'ai été assistant coach. D'ailleurs, je vais ouvrir une petite parenthèse. Ouais. Quand ils m'ont demandé, j'avais pris ma retraite, c'était frais. Ils m'ont demandé d'aller les aider en série. Puis, tu sais, le directeur général qui était Alexandre Rouleau, un ancien joueur, j'ai pas joué avec, il est plus jeune à Val-d'Or, là, mais on s'est toujours croisé dans les activités des Foreurs. On a eu quand même on s'est quand même liés d'amitié, puis on s'entendait super bien. Mais quand on s'est liés un petit peu plus, quand j'ai dit oui, quand il m'a appelé pour aller à Val-d'Or, puis il m'appelle, c'est drôle parce qu'il me dit « Ouais, Steve, j'espère que ça va bien, tu sais, commence à faire le tour. » Puis là, je dis « Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Alex? » Il dit « Ben écoute, on s'en va en série, puis on aimerait ça voir si tu voudrais venir nous aider, genre un président d'honneur, / conseiller, / assistant coach, peut-être, tu sais, on aimerait ça que tu viennes en arrière. Là, j'ai dit... Passer de président d'honneur à assistant coach. Écoute, il me les a tous nommés, tu sais, en / mais eux autres, j'ai dit, là, Alex, c'est quoi tu veux, toi? Il dit, ben écoute, j'aimerais ça que tu sois assistant coach avec nous autres pour les séries. Là, j'y ai pensé, j'ai dit, écoute, Alex, je vais te dire quelque chose, parce que moi, là, dans la vie, c'était ça mon point, là, d'ouvrir la parenthèse, là. J'ai toujours dit, je veux pas être coach.
Je veux rien savoir de ça. Pourquoi? Je trouvais ça ingrat, je trouvais ça... mais j'avais jamais goûté à ça, là. Fait que je veux rien savoir de ça. C'est comme l'héroïne. On dit non, j'en veux pas, mais quand tu en prends, là, tu réalises que c'est hot. Je sais pas, tu peux... Ouais, parle-moi-en. Moi, j'ai juste essayé le crack, puis là... Si j'avais commencé, on serait pas ici aujourd'hui. C'est ça. Puis... là, j'ai perdu le fil. Excuse-moi. Ah, c'est bon. Fait que jamais je voulais... Tu voulais pas être coach. Non, jamais. Est-ce que tu fais ça? Puis finalement, j'ai dit, écoute bien ce que je vais faire, je vais le faire, mais d'en haut. Tu sais, je vais être dans les estrades sur la galerie de presse. Et puis, je vais descendre en bas toutes les périodes. Je vais parler aux gars. Je vais faire des pratiques. Je vais leur donner des conseils. Il dit, parfois, on va prendre tout n'importe quoi tu nous donnes, on va le prendre, nous autres. On aimerait ça que tu viennes avec ton expérience et tout. Parfait. Fait que quand on jouait à la maison, à Val-d'Or, qui est à 6h, 5h30 de Montréal, je descendais à toutes les parties. Fait que finalement, tout ça pour te dire qu'à partir de la 3e série, je me suis ramassé en arrière du banc. J'ai dit, tu sais, il me l'a demandé quasiment à tous les jours, là, Steve, viens en arrière du banc, viens en arrière du banc. Il m'a emmené, j'ai cédé, j'ai dit, regarde, demande aux joueurs, demande-leur ce qu'ils pensent, s'ils veulent, parce que je veux pas péter la ballonne. Vous avez été tout ensemble toute la saison. J'étais pas là. Moi, je veux pas rien briser. Fait que ça a pris 10 minutes, il est revenu me voir, il dit, ils veulent que tu sois en arrière du banc. Fait que j'ai commencé en arrière du banc là, mais j'ai tripé solide. J'ai vraiment adoré ça. Fait que là, les médias ont commencé à me demander, c'est sûr tu vas devenir coach, assistant coach, tu vas revenir. Là, j'ai dit non, là, je vous arrête là tout de suite. Là. Il dit, je fais ce petit gig-là. Après ça, moi, j'ai promis à ma famille, quand j'ai pris ma retraite, que j'allais passer du temps avec eux. Là, ça, parce que là, tu sais, j'avais joué le 2013, là, l'année du lockout. J'avais fait mon retour là, ça avait fonctionné. Puis c'était en septembre que je m'étais blessé. Mais moi, dans ma tête... ma hanche allait être correcte, puis tous les mois, j'allais voir le docteur à Calgary parce qu'il m'avait envoyé dans les mineurs pour m'occuper des jeunes. Fait que là, ça, c'était en septembre. Fait que là, octobre, je retourne à Calgary, novembre, décembre, tu sais, janvier. Puis ça, en janvier, il m'a dit, c'est là qu'il a dit, c'est fini. Fait que c'est là que j'étais retourné chez nous. J'avais dit à ma famille, je veux rester à la maison, je veux pas retourner dans le hockey. Fait que là... Quand les autres à Val-d'Or me demandaient ça, tu sais, t'as l'air à triper, t'as l'air à aimer ça. Oh, j'adore ça, tout ça, mais je veux attendre que mes 2 enfants soient rendus au secondaire avant de me relancer dans le hockey, parce que ça prend beaucoup de temps. Puis, c'est ça. Fait que là, je referme ma parenthèse, que ça m'a vraiment donné le goût parce qu'on a gagné la Coupe du Président, on est allé à la Coupe Memorial, on a perdu en 3e overtime dans la demi-finale. Écoute, j'ai vraiment, vraiment trippé. Fait que je peux te dire que depuis ce temps-là, ça me gruge en dedans. Puis j'avais hâte que... Mais là, Steve me l'a demandé. Puis surtout que Drummondville, cette année, va être une des puissances de la Ligue, une bonne équipe dans la Ligue. C'est ceux qui ont Joe Veleno? Oui. Comtois, écoute, ils ont plein de bons joueurs. J'ai hâte, ça commence. On commence nos meetings la semaine prochaine pour le camp d'entraînement qui est le 15 août. Donc, j'ai dit oui, puis je fonce là-dedans. Là, j'ai vraiment hâte. Là, je suis excité. Là. Puis ton titre, c'est assistant coach? Assistant coach, okay. C'est qui le coach en chef? C'est Steve Hartley. Ah, c'est lui? OK, je pensais que c'était le directeur. Ah, il est les deux, peut-être? Steve Hartley, es-tu directeur général et coach? Ou non, juste il est coach? directeur général. Okay, il est juste il est entraîneur, ouais. Puis c'est quoi... Je vais m'occuper des défenseurs. Ouais, c'est ça. Ah, en plus? Oh, t'es un attaquant? Oui. Écoute, c'est moi qui ai des jouets, les défenseurs. Oui? Ouais, sur Nintendo, là. NHL 2000. Ouais, c'est ça. 92. 2014. 94. Tu peux juste marquer des buts en faisant des wraparounds. Ouais, c'est ça. Tiens, le piton, tu vas lancer fort. C'est très évolué. Mais non, c'est ça, mais c'est drôle, c'est rare qu'on voit ça. D'habitude, c'est tellement des positions différentes. Moi, j'ai joué au hockey depuis que j'ai 6 ans. J'ai fait 23 ans que je joue au hockey. L'autre jour, je suis arrivé dans une ligue de garage. Ah non, t'as la défense. Je connaissais personne. Écoute, j'avais jamais joué à la défense de ma vie. Je savais même pas où me mettre. J'ai réalisé que j'étais complètement incompétent. Tu sais, j'étais quand même un joueur défensif. Oui, non, t'es un joueur de Ligue nationale. Je me comparerai pas à toi, mais je veux dire... Non, il n'y a pas de comparaison à faire ou quoi que ce soit. Dans le sens que comment tu vois le hockey, c'est le hockey. Là, c'est une base. C'est que tu aies joué au hockey de la Ligue nationale ou que tu aies joué au hockey. Tu vas apprendre quand même la base. Puis moi, j'ai dit à Steve, Steve, je t'avertis, là, tu me prends comme assistant coach, mais
j'ai quasiment zéro... oui, j'ai fait à Val-d'Or durant les séries, mais j'ai pas d'expérience à part ça. Là. J'ai pas d'expérience pour une saison complète. Tu sais que je suis là pour apprendre, puis tu vas devoir dealer avec ça. Un peu patient. Parce que tu vas devoir être patient, tu vas devoir être dit, Steve, je le sais, puis moi, ce que je veux, puis je sais que tu es intelligent, tu vas apprendre vite, là, c'est pas de la médecine, là, tu t'en viens faire, là. Au hockey, tu as joué toute ta vie, puis 2, je sais comment tu es avec les gars, je sais comment tu es avec les jeunes hockeyeurs, tout ça. C'est ça que je veux, c'est l'expérience, c'est ce que tu vas apporter aux jeunes. Est-ce que tu le sais déjà, ça va être quoi ton plus gros défi comme coach? Oui. Ça va être quoi? C'est de composer avec ma haine, peut-être ma rage, parce que je reviens encore à Val-d'Or. Quand je suis arrivé en arrière du banc, ils m'ont averti, ils m'ont dit, Steve, je vais te le dire tout de suite, c'est pas comme dans ton temps. Là. Les petits culs, là, tu peux pas leur dire, tu peux pas commencer à chialer après eux autres qui ont fait une erreur, puis qu'il faut vraiment que tu sois comme diplomate avec eux autres. OK, c'est beau, écoute, ce jeu-là, peut-être que c'était correct, mais il faut pas que... Il faut vraiment que tu prennes... Je peux pas arriver puis mettre à sacrer puis mettre à crier devant tout le monde. Puis tu vas le perdre. Tu peux pas faire ça. Là. Il dit, les jeunes sont fragiles à cette heure, sont vraiment fragiles. C'est plus comme dans ton temps. Moi, j'allais voir le coach, je dis là, t'as un exemple à prendre là, devant tout le monde. Là. Tu me donnes la merde à moi, là, excuse-moi. Là. Ouais. C'est un podcast, on n'est pas à TVA, c'est pour ça qu'on fait un podcast. Tu me donnes la merde à moi. Là. Je disais, moi, tu peux me dire n'importe quoi si tu veux motiver les boys ou même si je joue pas bien, là. Dis, vas-y, moi, ça me dérange pas, ça va pas me démolir, ça va me motiver, puis là, je vais savoir qu'il faut que je m'arrête. Les coachs le faisaient-tu? Il y en a qui le faisaient. Mais Jean est à chier. Non, mais tu sais, il allait pas jusque-là, mais parce que j'étais toujours celui qui travaillait toujours le plus fort pour tout ça. Tu le savais, hein? Fait que là, Junior, c'est arrivé quelques fois parce qu'il fallait réveiller, puis là, il prenait moi comme exemple, mais moi, ça me dérangeait pas, là. Tu sais, c'est vas-y, master, tu peux plus faire ça. Non. Mais peut-être avec ça... T'as des enfants. Fait que est-ce que c'est quelque chose que tu savais d'une certaine manière? Que tes enfants sont d'une génération différente? Tu sais, on parle de ça... tu sais que les enfants à cette heure, de la façon qu'ils sont élevés, sont plus fragiles. Mais quand t'as des enfants, là, moi j'ai 2 filles en plus, là. Fait que oui, quand c'est le temps de faire de discipline, je la fais, mais je la fais pas comme que je voudrais, mettons, tu sais, je veux pas... Tu surprends plus soft que tu penserais. Je suis très soft avec les enfants, peut-être un peu trop. C'est ta femme qui s'occupe de serrer la vis? Non, écoute, on le fait les deux, mais tu sais, on choisit nos spots, si tu veux, là, parce qu'il faut pas toujours que... oui, des fois, il faut que tu en laisses aller, il faut que tu piques tes batailles un petit peu. Faut que tu les choisisses, puis j'ai ah non, c'est... Faut être plus positif et constructif. Des fois, je me mords les lèvres, là, mais tu sais, jusqu'au sang. Mais j'ai 2 petites filles, puis tu sais, il faut que... Parce tu sais, tu veux... Tu sais, il n'y a pas de bonne puis de mauvaise façon, tu sais, d'élever des enfants. Nous autres, on leur donne tout l'amour qu'on peut, on leur donne tout ce qu'on veut, on essaie de les diriger, leur donner les outils pour qu'ils aient dans la bonne direction. Mais quand ils arrivent à l'école, quand ils arrivent au secondaire, t'es pas toujours là avec eux autres. Ils peuvent rester dans le droit chemin comme qui, tu sais, c'est une période d'essai. Fait que tu sais jamais dans quelle direction ils vont aller, puis que tu leur donnes tout ce que tu peux de bon, de l'amour, tu sais, les choses à faire, puis les bons outils, mais ça veut pas dire qu'ils vont les utiliser pour tout ça. Donc, il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon. C'est juste que c'est plus faire confiance aux jeunes, puis un petit peu dealer avec ça. Mais ça, je trouve ça vraiment, vraiment dur. Écoute, c'est difficile. Ça, comment parler aux jeunes sans être trop raide. Ben, exact. Ça va être plus ça, mais je pense qu'ils vont... je vais quand même m'habituer. Ça a bien été à Val-d'Or. Les gars, ils ont trippé parce que moi, de mon côté, ce que je tripais, c'est qu'avant les parties, avant que l'entraîneur vienne faire son discours avant son plan de match, moi, j'allais motiver les boys. Là, j'arrivais, je m'avais préparé toujours un speech différent de toutes les games, à toutes les fois. Puis
oui, c'est vrai, je pourrais pas faire ça durant une saison complète. Ouais. Là, ça, on va prendre nos spots, nos moments précis. Mais en série, c'est sûr, certain, je vais refaire ça parce que j'avais tellement trippé. Moi, là, je rentrais là, puis là, les gars, à la fin, mettons, quand on a eu le party de fin d'année, ils disaient, écoute, t'avais l'air d'un joueur, de quelqu'un qui voulait embarquer sa glace. C'était la rage dans tes yeux, là, le vouloir, ton hockey, on jurait, t'allais le péter à toi. T'étais tellement motivé, là, c'était malade. Là, ça nous a vraiment motivés, puis on aimait ça, voir ça. Donc, c'est ce que t'es pour vrai. Ouais, mais tu sais... Je pense pas que t'as eu à le faker. Non, je le fakais pas pantoute. Puis moi, j'étais là, puis j'étais quelqu'un qui est très émotif. Là, là c'est sûr que j'avais les yeux, mettons, tu sais, qui trempaient dans l'eau parce que j'étais tellement... enragé, pas enragé méchamment, mais je voulais être motivé, ça, je voulais tellement être là, puis je voulais embarquer avec eux autres, et je leur disais comment qu'ils étaient tellement chanceux, puis que c'était des belles expériences, mais c'est pour ça que j'ai hâte, là, j'ai vraiment hâte de composer avec ça pendant une saison complète, là. Tu réalises que toute ta vie, tu étais sur un banc de hockey, puis la seule manière d'y retourner, c'est la façon la plus près, là. C'est être après joueur de hockey, c'est coach. Ouais. Puis je l'ai réalisé ça en 2014. Tu réalises que les gars qui sont dans le junior en ce moment que tu vas coacher sont nés entre 98 et 2002? Oui. Oui, puis je réalise dans pas long, ils vont avoir l'âge de sortir avec ma fille. Oui, c'est ça. Ouais, faut que tu la protèges pour un coup d'année encore. Ouais, c'est ça. Je pense pas, s'ils n'ont jamais fait des tours de coffre de char. Si vous êtes à Drummond, vous entendez un « Regardez-moi dans le coffre de char », ben mêlez-vous de vos affaires, ça ne vous regarde pas. Non, c'est ça, c'est pas mon char. Parce que 2002, là, c'est parce que tu avais déjà une coupe Calder en arrière de la ceinture. 2001. Ouais, c'est ça, fait que 2002, déjà, eux ça. sont nés après ça, ce qui veut dire que... Ils t'ont-tu vu jouer, ces gars-là? Ils étaient jeunes. Écoute, oui, peut-être plus jeune, parce que, regarde... peut-être qu'il y en a qui m'ont vu jouer, mais ils vont commencer à plus me connaître, là, puis savoir je suis qui. Parce que moi, j'ai joué à Montréal jusqu'en 2009. J'ai été échangé à Dallas. Après ça, l'année d'ensuite, j'ai joué en 2009-2010 à Boston. Fait que, tu sais, il était quand même plus jeune, mais j'étais rendu à Boston quand même. Grosse rivalité avec Montréal. Ouais. Puis après ça, tu sais, c'était à partir de là que moi... Mes 2 dernières saisons à Montréal, c'est là que j'ai commencé à avoir un gros problème d'eau qui était relié à ma hanche. Puis moi, qui dis jamais, que je chiale jamais, puis parce que je veux pas, tu sais, je voulais jamais perdre mon spot, tout ça. J'ai composé avec ça. Mais, comment je pourrais dire ça? Tu sais, c'était qui j'ai été durant ma carrière. Jamais je chialais pour rien. Tu sais, je me plaignais jamais pour quelque chose. Tu sais, je me plaignais pas pantoute. Puis j'ai grandi de même. J'ai été élevé de même. Fait que, rendu en Ligue nationale, c'est sûr que j'allais pas changer. Mais, tu sais, je me dis... Si j'aurais peut-être pris soin un petit peu plus de moi, ou ce côté-là, j'aurais peut-être dû parler un peu plus, le dire. Peut-être ma carrière était peut-être prolongée un petit peu plus. Mais d'un autre côté, si j'avais chialé ou toujours parlé à toutes les fois que j'avais une blessure, peut-être que je me serais pas rendu là non plus. On te parle de Montréal. C'est quoi ton souvenir de Montréal? Qu'est-ce que tu en gardes? Moi, que des choses positives. Là. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de positif, quelqu'un qui tu sais, le négatif, tu veux faire quoi avec ça? C'est pas de ça que je vais apprendre, c'est pas de ça que je vais grandir, c'est pas, tu sais, ça va juste négatif à négatif. Fait que moi, le positif, je vais toujours me souvenir là, des partisans, comment est-ce qu'ils m'ont traité quand j'embarquais sur la glace, est-ce qu'ils scandaient mon nom. Écoute, la première fois que j'ai joué pour le Canadien, je vais pas te dire, par exemple, que j'étais, excuse-moi, là, mais crissement nerveux quand que j'ai été pris au balatage par le Canadien. Tu étais nerveux quand tu es pris au balatage? Tabarouette, nerveux, tu dis. Écoute, moi, là, le Canadien, ils ont toujours eu... les jeunes, là, il n'y avait jamais de chance. Tu sais, c'est rare qu'un jeune avait une chance à Montréal. La réputation était que il y a beaucoup de jeunes qui mouraient dans les mineurs, qui allaient nulle part et qui ne réussissaient pas à les développer pour les faire monter. Puis, salut Jason Ward. Non, mais je fais des blagues, mais il y en a eu une pelletée. Il y en a eu plein, il y en a eu beaucoup de même. Donc, quand tu as été pris par Montréal au balatage? Puis, la façon dont c'est arrivé, c'était drôle un petit peu parce que
j'étais à Buffalo. J'avais été échangé à Buffalo. Fait que là, je suis là, puis commence le camp, ça va super bien. Écoute, j'étais avec un de mes meilleurs chums, Jean-Pierre Dumont. Il y a Daniel Brière, il y a Biron, il y a Tordan, il y a plein de joueurs de même que... Puis Buffalo, ville Buffalo, c'est pas trop beau. Les gars restent tous en banlieue, puis ils sont tellement tissés près, là. Je capotais, j'en revenais pas, puis j'avais tellement du fun. À tous les jours, on était avec des gars, on était tous les gars ensemble, on allait souper, on jouait, on était toujours ensemble, on avait toujours une activité ensemble, puis moi j'avais arrivé un mois avant le camp là-bas, un mois, 3 semaines avant le camp, c'est ça. Puis là, je tripais, là, j'étais là, wow, ça a été le fun, puis le camp va super bien. Là, on joue contre Chicago, une game hors concours, je me blesse à l'épaule en me battant. L'épaule débarque, mais tu sais, je suis une à bataille et tout, ça va bien. Fait que là, je sais que j'allais manquer quelques temps. Puis le lendemain, un day off, je pense. Après ça, on s'en retourne une pratique. Puis moi, je pratique pas, je fais des traitements, puis je m'entraîne. Mais c'est le repêchage, les waivers. Les ballottages. Les ballottages, c'est ça. Je dis toujours waivers, je me souviens jamais du mot ballotage. C'est le ballotage. Fait que moi, je suis mis sur le ballotage. Le GM m'avait appelé la veille, me dit « Steve, écoute, on va te mettre sur le ballotage demain. Il y a toi, puis je m'en souviens plus c'est qui. Anyway, il me dit « Écoute, je voudrais pas, je veux te garder, mais... » Tu sais, je sais qu'il n'y a pas personne qui va te prendre. L'an passé, il y a eu 3 joueurs qui ont été pris. Cette année, il va en avoir à peu près comme ça. Fait que c'est sûr que, d'après moi, tu vas rester ici, puis on te veut dans l'équipe, là. Fait que je t'aimais toi parce que il m'avait dit, il y avait James Patrick, un défenseur, que lui, écoute, c'était un vieux la vieille, là. Il en a sa dernière année, puis on veut le garder dans l'organisation. Fait qu'on veut être respectueux. L'autre, c'était... Afinoganov. Maxime. Ouais. Lui, il allait pas bien dans ses débuts. Puis, non. Parce que lui, sur le ballotage, c'est rare. Tu sais, c'était quand même un joueur qui était... Ah non, pas au début. Au début, il était... Fait que toi, ça veut dire que c'était en quelle année, ça? C'est en 2003. Ah, OK, non, c'est ça. OK, il commençait 2003. Parce il n'y avait pas encore des saisons de 60 points. Non, c'est ça. Puis là, tu sais, c'était un Russe. Puis ouais. Là, il dit, lui, on veut l'échanger, puis on va avoir bien plus pour lui que, tu sais, si on t'échange toi. Fait que je dis, moi, écoute, je comprends ça. C'est OK, c'est business. Là. Moi, j'ai rien à te dire. Si tu fais ça, c'est parfait. Fait que... ça reste de même. Le lendemain, moi, j'étais préparé. Tu sais, dans la tête, je pars pas à nulle part. Fait que je fais mes traitements, tout ça. Là, j'étais assis dans le lounge. J'attends que les gars finissent. Parce que mon JP, je restais chez JP Dumont. Là, j'ai dit, je vais aller appeler les femmes, voir qu'est-ce qu'on fait, s'ils veulent qu'on rapporte quelque chose pour dîner. Fait que là, j'appelle ma femme. Je dis, ouais, mais qu'est-ce que tu veux faire pour dîner? Qu'est-ce que vous voulez faire? Veux-tu qu'on arrête de chercher quelque chose, qu'on aille vous chercher, qu'on aille manger? Elle me dit, là, tu me niaises-tu, là? Je pars. Qu'est-ce que tu me niaises-tu? Vous avez mangé? Non, tu me niaises, là? T'es pas au courant? Je dis, de quoi tu parles? Je suis pas au courant. Là, tu me niaises. Il n'y a pas personne qui t'a parlé. Hey, c'est quoi qu'il y a, là? Dis-moi-les, là. Ben là, David, c'est mon chum que j'ai grandi avec. C'était mon meilleur chum. Ben, c'est mon meilleur chum. Il dit, David vient de m'appeler, puis t'as été pris ces waivers par Montréal. Je dis, tu me niaises? Il dit, non, c'est ces takers, là, tu sais, les bandes, là, en dessous, là, tu sais, qui annoncent les affaires. Bande passante sur la télé, c'est ça, mettons, RDS, puis... c'est des nouvelles. Fait que là, ils disent là-dessus aussi, t'as été pris par Montréal. Je dis, t'es pas sérieuse, là? Oui, t'as été pris par Montréal. Je dis, hey, attends une minute, là, je te rappelle. Fais ton agent, peut-être? Là, j'ai pas appelé mon agent. J'étais allé voir les soigneurs, là, ben, je pense que c'est le gérant d'équipement. Fait que je m'en vais là, je dis, son surnom c'était Pizza. Je dis, hey, Pizza, je dis là, c'est vrai que j'ai été pris ces waivers là, par Montréal? Là, il paraît, j'ai aucune idée, moi. Il dit, regarde, je vais faire un appel en haut, là, puis je leur dis. Là, il appelle en haut. Il dit, ouais, Steve, va dans le bureau, là. Je pense que c'est Larry Carrier, je m'en souviens plus trop qui va t'appeler. Fait que, on est dans le bureau. C'est ta nouvelle, ouais, c'est ça.
téléphone sonne, il dit « Ouais, Steve, t'es été ramassé par Montréal, c'est waivers. » Je suis là, « T'es pas sérieux? » Ouais. Et moi, j'étais comme découragé au début, là. Je capotais, j'étais là, pas à Montréal. Colin, là, je capotais. J'étais « Oh non, pas vrai. » Fait que je raccroche. Là, j'annonçais à JP, tu sais, on s'en va chez nous, il capotait. Fait que là, Bob Gainey m'appelle entre-temps, il dit « Oui, bonjour, Steve Bégin, c'est Bob Gainey. » Je dis « Hey, salut Bob. » Mais j'étais tellement nerveux. Il dit là, il t'a parlé en français? Oui, commencé en français, après ça, fini en anglais. Okay. Là, mais il dit, regarde, demain, il dit, quand est-ce que tu penses arriver? Mais je vais partir demain. Je vais passer la journée ici, tu sais, finaliser mes affaires, puis je vais partir demain. Il dit, pas de trouble. Il dit, demain, viens pas à l'aréna, il y a rien. La journée d'après, où les gars pratiquaient, je pense. La journée d'après, c'est une journée off. C'est juste les gars, ils ont un party d'équipe le soir. Fait que j'aimerais ça que tu viennes quand même à l'aréna pour médical. Puis après ça, tu iras rejoindre les gars. J'ai dit, c'est bon. Mais j'étais, excusez-moi encore, là, mais crissement nerveux. Je m'en vais à Montréal. Écoute, le soir... Puis j'avais joué une Game of Concours à Montréal avec les Sables. Ça avait super bien été, puis tout ça. J'avais frappé. Je jouais ma game, là. Ça allait super bien. J'écoutais avec les Français, toujours avec à Buffalo, 110%. Parce qu'écoute, on trouvait donc bien ça drôle, hein? Ils riaient des gars. C'est drôle quand c'est pas toi. Ouais, ils blastaient. Puis c'était donc bien drôle quand c'est pas ton équipe. Mais là, je m'en vais à Montréal, moi, là. J'ai dit, on va écouter ça, ce qu'ils vont dire 6 mois. Écoute, c'est qui ce joueur-là? Steve Bégin. C'est un joueur des mineurs, ça. Je sais pas jouer au hockey. Lui, c'est quoi? On vient pas de s'améliorer. On s'est empiré avec ce joueur-là. Puis après ça, Darren Langdon qui s'en vient aussi. C'est un tough. Ouais. Puis c'est quoi ça? Un goon. Puis un autre gars qui va aller dans les mineurs. Ça n'a pas besoin de ces deux joueurs-là. C'est de la merde. Puis là, c'est 110% à son maximum. Ouais, là. Hey, moi, je check ça puis je riais. Je suis là, ben voyons donc. J'ai même pas mis un pied sur la glace qui me blasse déjà. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas de bon sens. Puis en plus, je suis blessé. Moi, j'ai à l'épaule. Il me reste encore une semaine de même. Une semaine, ouais. Là, j'arrive à Montréal. Écoute, je suis nerveux. Puis en plus, tout le long... Écoute, les shows de radio m'appelaient pis tout ça. Et j'étais tellement, stressé. Là, j'étais là, non. Je peux pas avoir une... Tu sais, il faut que j'ai vraiment une bonne première impression. Ouais. Là, mais que je sois là, il faut que je me donne. Faut pas que je manque ma chance. Là. Fait que le lendemain, j'étais chez nous. J'ai voyagé. Après ça, j'étais allé à l'aréna le surlendemain. J'étais allé rencontrer les gars. Ça a super bien été. Mais j'étais blessé, comme je t'ai dit. Fait que j'ai manqué, je me trompe pas, les 3 premières parties sur la route. La 4e, c'était à la maison. Si mes souvenirs sont bons, là. C'était-tu contre Washington? Anyway, fait que la première partie, j'ai joué. Écoute, ça a été... le déclic s'est fait. C'était vraiment... les partisans, ils m'ont aimé immédiatement. Les médias, après la game, j'ai vraiment bien joué. J'ai joué ma game, j'ai frappé, j'ai travaillé comme je pouvais. J'ai tout donné. Écoute, ça a été... Vraiment, mon premier match a été fantastique. Là. Ça a été exactement comme que j'aurais voulu que ça se passe. Et en plus, c'était Claude Julien, le coach. Fait que Claude, lui, j'ai joué contre lui dans le junior. Il me détestait. J'ai joué contre lui dans la Ligue américaine. Il me détestait. Ce qui est bon signe. Ce qui est bon signe, parce qu'il n'aimait pas ça jouer contre moi. Puis à toutes les fois que je jouais contre lui, je jouais toujours des grosses parties en plus. Puis... tu sais, il savait que j'avais pas peur. Fait que c'était cool. Au moins, il y avait lui, que je savais que c'était lui qui était venu me chercher, là, qui devait avoir son mot, qui a eu son mot à dire pour que je me ramasse à Montréal. Ouais. Puis à partir de là, c'était... tu sais, j'étais plus stressé, là. C'était correct pour moi. J'étais bien. J'étais à Montréal. C'était rendu ma ville. C'était rendu... c'était mon équipe. Puis j'ai trippé, là. Parlant de Claude Julien, tu sais, qui est revenu puis qui est un joueur bien apprécié de ce qu'on entend des joueurs en général, de partout où il passe, parce que tu restes pas coach à Boston 10 ans si... non, c'est ça. Une certaine relation, mais c'est quoi qui fait le succès de Claude Julien? Mais je pense qu'il donne la chance aux coureurs, tu sais. Il Bonne donne... foi. Il donne... Il a de bonne foi et c'est un gars qui il donne... tu sais, tu peux faire des erreurs, tout ça, mais laisser la chance de t'exprimer, de t'expliquer. Je pense qu'il est près des joueurs jusqu'à un certain point. Okay. Puis,
lui aussi, il va te dire les 4 vérités. Tu sais, si ça va bien, il va te le dire. Si ça va pas bien, il va te le dire également. Mais plus tu en donnes, plus il va t'en donner. Tu en donnes, il va t'en donner. Puis c'est ce que j'ai apprécié. Puis c'est pour ça qu'il m'a aimé à Montréal. Puis après ça, il est venu me chercher à Boston. Oui, c'est ça. Qu'il était rendu coach à Boston. Oui, il m'a entraîné un an à Boston. Quand tu es parti de Montréal, c'était à ta requête à la fin, vers Dallas? Ben, c'est ma requête. Écoute, il faut placer mettre en contexte. Mettre en contexte, c'est que moi, ça faisait 2 ans qu'à Montréal, ça allait pas bien, que je jouais pas, que... C'était qui le nouveau coach? C'était Carbeau. Oui. Qui n'a pas l'air d'avoir la même relation avec les joueurs que Claude Julien. Non, c'est ça. Je pense que c'est ça qui l'a tué pas mal. J'étais pas dans la chambre. Des fois, je me dis, mon Dieu, il a l'air haïssable. Ben, c'est parce qu'il y a pas de... T'es pas capable d'avoir une discussion avec. On jurait qu'il est tellement pogné... il a peur comme de la confrontation. Tu sais, mettons, on allait le voir dans le bureau, puis moi, je me souviens, je suis allé le voir m'emmener pour voir ce qui se passait, puis pourquoi, puis tu sais, il m'a jamais regardé, puis il était sur son ordinateur, puis c'était juste des réponses, oui, non, ben c'est ça, c'est le même. Ben voyons donc. Tu sais, il n'y avait pas de... C'est pas des aptitudes de coach, ça. Là, ben écoute, je pense que c'est peut-être ça aussi qui l'a tué également. Mais, tu sais, c'est pas une mauvaise personne. Là. Moi, comme ma carrière était finie, et tout ça, je l'ai rencontré, puis je n'ai jamais reparlé de ça. J'ai travaillé avec, puis qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là? Je donne la marde, puis que ça va rien changer, là, c'est fini. Fait que moi, je passe à autre chose, puis c'est beau, mais on me pose la question, je réponds, mais tu sais, je pense que quand il est arrivé, j'ai pas eu ma chance vraiment, puis j'étais tout de suite placé dans... Il disait qu'il y avait une roue qui tournait puis qu'il y avait des joueurs qui allaient toujours passer son tour. Ouais. J'étais dans cette roue-là. La roue, elle tournait souvent sur mon bord, je trouvais. Fait que, mais tu sais, il n'y avait pas de... Tu sais, une anecdote là-dessus. Quand sur ma dernière année, ça, à Montréal, Tanguay était là. Puis j'avais une super de bonne game. Je pense que j'avais eu la première étoile. Puis Tanguay, il était blessé cette game-là, puis en sortant, les coachs attendent avant que les étoiles rentrent, puis avant de dire leur speech, de parler aux joueurs. Puis les joueurs blessés attendent toujours sur le bord, puis ils donnent un high-five à tous les joueurs. Puis là, ils m'attendaient, puis je donne son high-five, il dit « Ouais, mais tu sais que la prochaine game, tu joueras pas, hein? » Là, je pars à rire de quoi tu parles. Il dit « Ben, tu as eu la première étoile, je pense que tu en as trop fait aujourd'hui. » Non! Ouais. C'est une joke. Non, mais ça, c'est Tanguay qui me dit ça en joke. OK, je pensais que c'était... Mais lui, parce qu'il savait, il connaissait... Ouais, c'est ça. Fait que, je pensais que c'était Carbeau que je t'aimais. Non. Fait que là, je niaisais. Là, il s'en vient me revoir après ça dans la salle de ce qu'on se faisait traiter. Puis il dit « Ouais, écoute, quand t'en fais trop, surtout un joueur comme toi, tu t'es déjà... En tout cas, tu sais, sans compter toute l'histoire, mais c'est ça. La game d'après, j'avais pas joué. Non! Ah ouais, c'était arrivé de même. Je sais pas c'était quoi le contexte et pourquoi, mais j'avais... Ouais, fait que tu sais, j'avais trouvé ça pas mal dur. Fait que pour venir à... ça faisait 2 ans que je passais comme ça. Puis, tu sais, quand t'es un joueur, tu veux aider ton équipe, tu veux... puis je comprenais pas pourquoi que... Tu sais, j'étais encore jeune. Je venais de connaître les meilleures saisons à Montréal. J'avais eu ma chance. J'apportais vraiment quelque chose de bon. J'étais utile à l'équipe. Puis du jour au lendemain que je venais tomber, que j'étais inutile à l'équipe. Ça, j'avais bien de la misère avec ça. J'avais de la misère à comprendre ça. Puis j'essayais de comprendre. Je posais des questions, tout ça. J'avais jamais de réponse. Puis ça, moi, j'ai toujours été fort mentalement. J'ai toujours été quelqu'un qui se motivait moi-même. Puis là, plus ça allait, plus ben moi me dire OK, ça va bien aller, let's go, positif, tout ça. Mais à un moment donné, tu vois bien qu'il n'y a rien qui se passe, puis il n'y a rien qui arrive. Puis, tu sais, j'ai toujours été un gars d'équipe. Moi, l'équipe va passer avant. Puis, je chiolais pas je chiolais pas, puis je chiolais pas dans les médias. Tu sais, je disais pas ce que j'avais à dire dans les médias. Là. Tu sais, je faisais attention, je voulais pas créer un froid ou je voulais pas déranger l'équipe, je voulais pas... Puis là, à un moment donné, il n'y a rien qui se passait. Puis j'ai parlé avec Bob Gainé qui il m'a dit c'est quoi tu veux? J'ai dit moi Bob, je veux, tu sais, j'ai expliqué que je comprenais pas pourquoi que en 2 ans tu sais, ben ça avait passé en quelques mois parce que quand ça a commencé, je venais de connaître une bonne saison, ma meilleure saison, je pense. Puis je disais je comprends pas comment est-ce que j'ai passé d'utile à inutile. Puis
que, tu sais, j'ai pas ma chance. C'est toujours, s'il y a quelque chose, c'est toujours moi, tu sais, qui, avec 2 autres joueurs qui s'en vont dans les estrades, puis souvent, ça tourne toujours sur mon bord. Je veux avoir des explications, je suis pas capable. Moi, le best, c'est que je reste ici, mais que je retrouve ma chance, tu sais, qu'on me donne ma chance. Tu sais, à un moment donné, j'avais été dans le bureau, dans le camp d'entraînement, puis là, je disais, parce qu'il avait dit, là, OK, la roue, encore cette année, c'est ça. Là, je disais, mettons que j'ai le meilleur camp d'entraînement, je fais des points, je joue vraiment au-dessus de tes attentes, tout ça. Est-ce que je vais retourner dans les bonnes grâces? Non, moi, mon plein est fait, puis c'est ça. Ça changera rien. C'est ça. Fait que là, moi, ça m'a scié les jambes complètement. Puis c'est cette année-là, d'ailleurs, que j'ai été échangé. Fait que là, Bob, il me dit, écoute, on check, mais je pense pas que tu vas avoir ta chance. Là. Il a pas l'air de vouloir te la redonner. Puis c'est ce que Bob Kenney me dit. Fait que je me souviens, je venais de finir une pratique, puis on s'en allait après ça à Philadelphie. Fait que moi, on jouait, on partait le soir, après la pratique, on jouait, puis on venait le lendemain. Là. Fait que moi, je partais avec mon petit shaving kit, j'avais une paire de boxeurs là-dedans, ma cravate là-dedans, puis pas plus. Puis c'était ça, c'était tout. Là. Fait que là, on part, on atterrit là-bas à Philadelphie, puis là, il me dit « Ouais, coach, je veux te parler, attends dans l'avion. » Je me savais un petit peu ce qui se passait. Là, il vient me voir, il dit « Ouais, t'as été échangé à Dallas, fait que t'as 5 minutes de sortir, là, ramasser ton stock, dire salut au gars dans le boss, puis faut que tu t'en ailles. » Fait que j'ai rentré dans le boss, salut tout le monde, je viens de me faire échanger, bonne chance les boys, puis tout ça. Comment les gars réagissent quand tu dis aux gars, j'ai un faire? Ils ont été assommés, tu sais. Ben, eux autres, souvent, tu sais, ils m'encourageaient parce que eux autres aussi, ceux qui étaient là depuis un petit bout, qui se demandaient ce que. Tu sais, je travaillais toujours, là, tu sais, dans les pratiques, je me donnais, je n'étais jamais le gars qui chialait. Y a-tu du monde qui ça te faisait plus de peine de dire bye que d'autres? Tu sais, juste sur le coup, tu sais, j'ai été assommé, là. Tu sais, oui, j'avais dit que. Écoute, si vous n'êtes pas me faire jouer, échangez-moi, je veux jouer. Moi, je veux jouer au hockey. Je veux aimer le hockey comme je l'ai toujours aimé. Là. Moi, je joue au hockey parce que j'adore ça. Là. Puis là, j'ai moins de fun. Que d'habitude. Contre qui t'avais été échangé déjà? Un défenseur. Pas Yannick Ninima. Non, lui, il était là. C'était Ribeiro, lui. C'est ça. Janik? Ah, Doug Janik. Janik, ouais, c'est ça. Doug Janik, Fait que, fait que c'est ça. Ouais, fait que, tu sais, mais rendu là, tu sais, non, ma valeur était vraiment basse, là. Elle n'a pas joué de même pendant 2 ans, puis fait que je l'avais vraiment démoli, puis j'ai eu vraiment de la misère à m'en remettre. J'ai eu, tu sais, bien beau me motiver, puis me pousser, me dire, c'est beau, ça va revenir, il me reste 20 games, là, je m'en vais à Dallas, là, ça va bien aller, ça va, let's go. Puis j'ai eu de la difficulté. J'étais pas, tu sais, j'avais tellement pas confiance en moi, parce que aussitôt que j'avais la rondelle, là, je pouvais pas faire une erreur. Là. Je faisais une erreur, j'étais mort à Montréal. Là, tu sais, je restais sur le banc ou oublie ça, là, j'étais rendu pire avec la rondelle. Puis c'était vraiment difficile. Tu sais, des joueurs de hockey, là, c'est pas facile comme ça, tu sais, que ça a l'air. Là. C'est pas un jeu vidéo. C'est pas un jeu vidéo, exactement. Puis, tu sais, ceux qui sont dans les estrades ou qui voient à la TV, tu sais, tu vois tout le profil d'en haut, là, comment tu vois tout. Là. Quand tu es sur la glace, tu as une fraction de seconde pour réagir. Tu vois pas tout ce que tu vois quand tu es dans les estrades. Quand tu es dans ta maison, tu regardes à la TV. Là. Écoute, à la télé, ça a l'air lent. Ça a l'air lent à TV, puis tu vois tout. Pourquoi qu'elle passe pas là-bas? Il est tout seul, il est tout seul. OK, oui, c'est facile de même, mais c'est pas... Ça a de glace, c'est une autre affaire. Il y en a qui vont dire, ben oui, mais je joue, moi, avec mes chums, ligne de garage. Écoute, je le vois, le gars l'autre bord. Ben oui, c'est beau. J'aimerais ça que les gars des garages voient sur vidéo à quelle vitesse ils vont. Ils retrouveraient ça pas mal drôle. Non, mais c'est ça, exact. Crime, on va bien pas vite. Ouais, tu aller sur la glace pour le fun. Là. Écoute, c'est on va voir une game au Centre Bell. Puis en plus, c'est encore plus vite qu'en 2009, là, le jeu maintenant. Là. Ah, c'est de plus en plus vite. Va dans les rouges, voir une game, tu vas voir que... Non, je le sais. Puis je parle pas à toi, mais je veux dire aux fans... Aux fans, non, je comprends. Là, monsieur. Mais tu sais, je comprends leur point, je comprends que. Mais tu sais, il y a plein de choses. Le facteur humain, tu sais. Puis moi, je prenais tout personnel hein, jusqu'à un certain point. Là, je veux dire, tu sais, je le savais quand je jouais pas bien. Là, je le savais quand ça allait pas bien. Puis je le savais que ça faisait 2 ans, moi là, tu sais, oui, j'avais des bonnes passes d'un fois, mais
j'ai toujours été un gars qui était stédé, qui apportait toujours quelque chose stédé. Puis les 2 premières années que j'étais arrivé, c'était comme ça. Puis ça a toujours été ça. Dans les pratiques, je me suis toujours donné au maximum. Là. C'était moi, puis c'est pour ça que je me suis rendu là. Ouais. Mais là, à un moment donné, j'avais plus de solution, j'avais plus rien. Bien beau travailler, tout donner. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'est le même, ça a terminé. Puis là-dedans, en plus, là, j'avais un problème de hanche qui avait commencé à Montréal. Puis ça a pris 4 ans avant qu'on règle ça, ce problème-là. Puis quand que j'ai eu mes... Tu sais, comme à Montréal, j'avais dit, écoute, j'avais eu mon problème de dos. Puis là, j'ai recommencé 9 semaines après. Puis là, je bougeais sur le banc, tu sais, pour changer, mettons. Quand tu slides down. Là, c'est ça. Puis là, j'entendais toujours « tap ». Puis ça me faisait mal. Puis là, je poignais. Là, tac, là, j'étais là. Quand je patinais, là, je commençais à sentir un couteau comme qui rentrait. J'étais là, voyons, c'est quoi ça? Là, je disais, OK, il me faisait des traitements, tout ça. C'était correct, on n'a pas checké approfondi. L'année d'après, j'étais avec Boston. Vers la fin de l'année, écoute, ça commence à être atroce. Là, je leur ai dit. Un soigneur me dit, on va faire un rayon X, là, mais d'après moi, c'est pas grave, là. Fait un rayon X, il dit, t'as du bone spur, là, c'est de l'os qui pousse par-dessus de l'os, c'est juste que ton fémur, là, ton os, tu sais, dans le haut, là, il est supposé être rond, là. Mais là, c'était rendu comme carré, puis ça pognait écoute, ça faisait super mal, là, j'avais un couteau. Fait que là, il dit, c'est normal, tout le monde a ça, puis tu vas pouvoir arranger ça, mais t'as fini ta carrière. Mais là, moi, je me disais, moi, je suis un gars là, qui est vraiment tolérant à la douleur. Là. Moi, je me plains à rien. Là, puis en me disant la douleur, là, ça me dérange pas. Puis je vais jouer à travers ça. Puis j'ai joué avec des pieds cassés, là, en bloquant des shots. Là, j'étais arrivé 3-4 fois. Là, je pense 4 fois. Fait que j'ai pas de problème avec ça. Là, je me disais, s'il y en a plein qui jouent avec ça, puis qui se plaignent pas, puis qui finissent leur carrière de même, là, il y a un problème. J'ai un problème, c'est sûr que j'ai autre chose, là, je crois pas à ça. Fait que ça a resté de même, puis à la fin de l'année, il y avait Tim Thomas qui se plaignait qu'il avait mal à la hanche. Écoute, rayon X, MRI, ils ont tout fait la panoplie il s'est fait opérer direct. Et moi, j'ai pas chialé, resté de même. Écoute, j'ai eu de la misère à patiner cet été-là, je me suis entraîné tout. Fait que ça a pris un petit peu de temps avant que je change. J'avais eu des offres, que je voulais un one-wave, là, c'était des two-way qui étaient revenus. Fait que là... finalement, j'ai signé un offre à Nashville qui m'avait déjà offert. Puis j'ai signé le two-way. Fait que j'ai été, vu que j'ai signé tard, je pense que c'était en octobre, ils m'ont envoyé des mineurs conditioning. J'étais allé. Là, j'avais de la misère. Vraiment, ma hanche, c'était atroce. Fait que là, j'ai commencé à jouer des games hors concours. On était en autobus, des longs voyages. Mais il fallait que je me couche à terre parce que j'arrivais du long voyage, là, je sortais du boss, puis capable de bouger. Plus capable de bouger la hanche, le dos, là, je capotais. Là, le coach, je disais, c'est correct. Je disais, Fait que là, finalement, j'avais monté en haut. 2 games m'avaient redescendu. On a dit, OK, là, on va faire du mouvement. Puis, on va te rappeler parce qu'on veut que tu viennes finir l'année avec nous autres. C'est bon, j'ai descendu en bas. J'ai joué la première game de mon retour. Je me suis blessé au genou du côté de ma hanche. Fait que là, on a tout fait les MRI, toutes les affaires possibles pour mon dos, ma hanche. Puis là, ils ont dit, ben voyons, Steve, fait combien de temps t'as ça? Je dis, ben là, c'est la 4e année. Il n'y a pas personne qui a fait une résonance magnétique pour checker. Je dis, non, mais t'as tout que j'allais être correct, c'était correct. Il dit, ben voyons, c'est de magané, t'es tout déchiré là-dedans. Je dis, ben là, je suis content de savoir ça au moins, là. Mais pourquoi tu n'as pas obligé? Mais je chiale pas. Regarde, là, c'est toi qui me dis, on va te le faire parce que je te l'aurais pas obligé, là. J'aurais pas dit, hey, j'aimerais savoir ça. Tu me l'offres, là. Je vais le faire. Mais il dit, voyons donc, t'aurais dû te faire opérer, ça fait longtemps de ça. C'est là que tu vois que le statut de joueur de 4e ligne puis le statut de joueur vedette n'est peut-être pas pareil. Non, c'est ça. Ben écoute, j'aurais dû mettre mon pied à terre quand c'était le temps. Puis, mais je n'étais pas capable. Parce que je voulais pas perdre ma place, je voulais pas... c'est ça. Puis, tu sais, je voulais pas arriver aussi que le monde dise « Ah, ben oui, il y a une raison. » Non, j'aurais dû le faire. J'aurais dû, tu sais, plisser mon orgueil puis dire « OK, c'est assez, là, c'est beau avoir mal, tout ça. » Fait que c'était un petit peu ça, là. J'ai traîné cette blessure-là, comme mon épaule. Là. Ça, c'est une autre histoire. J'ai joué 8 ans avec mon épaule qui débarquait toujours. Débarquait. Un vrai plaisir. Hein? Un vrai petit plaisir. Ah, c'était écœurant. Fait que là, il m'a emmené, justement, Claude Julien, ma première année, il m'a emmené, j'étais pogné sur la glace, là, je continuais, là, il m'emmenait, revenait, là, genre, là, j'étais pogné, je m'en allais au banc. Il disait, là, il m'a emmené aux fêtes. Il dit, là, Steve, je suis tanné.
Là, c'est assez, là, tu t'en vas te faire opérer. Là, cette épaule-là, tu peux pas durer ça. Fait que là, ils ont dit, ils vont te faire l'opération arthroscopique. Comme ça, tu vas pouvoir revenir plus vite. Fait que tu vas être là pour les séries. Mais j'ai été 1 mois out. Je suis revenu plus rapidement que je pouvais. Tu sais, j'étais toujours de même. Je revenais toujours. Tu te sentais bien? Je me sentais bien, mais 2 semaines après, ça recommençait. Non. Ouais. Fait que là, j'ai fait les séries tout ça. Puis c'est là, dans ces séries-là, là, que je me suis planté à face première dans la bande, puis que j'ai dû perdre mes dents dans la match. J'avais dit que j'allais manger à la bande. Ouais. Fait que je l'ai vraiment mangé. Fait que c'est cette année-là. Et puis après l'année, j'avais une opération qui était CEDOP pour mon épaule. Puis là, je me pointe là. Là, ça, c'est drôle. Là, c'est une niaiserie. Là, une anecdote de même. Là, ça implique mon meilleur chum qui était là. C'est lui qui me conduisait pour aller me faire opérer. C'était au mois de mai, après la saison. Fait qu'on s'en va là, tout ça. J'attends mon opération. Là, on attend. Puis là, il y a du retard. Ouais, on sait quoi qui se passe. On n'a pas vu le docteur encore. Fait que là, tu sais, c'était une clinique privée. Fait que là, la secrétaire, elle arrive. Bon, tous ceux qui sont supposés se faire opérer avec Dr. Lenzner aujourd'hui, ça va être remis. Dr. Lenzner est malade. Puis là, je suis là, tabarouette. Non. Ouais. Là, OK, je dis à mon chum, bon, on va vous contacter. Puis là, je dis, mon chum, on va aller manger, tu sais. Il n'a pas mangé, moi, là, depuis la veille. Ouais, c'est ça, à jeun pour être opéré. Oui. Fait que là, on part. Là, j'ai une brillante idée, moi, d'appeler. Je dis, hey, David, appelle ma femme. Dis, là, ça vient de se passer de quoi, là, Steve est rentré à l'urgence. Hey, il fait ça, toi. Écoute, ma femme, elle voulait me tuer. Écoute, à capoter. Mais c'était pas. On allait se marier cette année-là. Ah, en plus. C'est cet été-là qu'on se mariait. Mais ça fait pas si longtemps. C'était en 2004. 2004, OK, non, Ouais, ça en 2004. fait moi, ça fait 14 ans que je suis marié. Wow. Mais vous êtes ensemble depuis beaucoup plus. 22 ans. Wow. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, il fait cette joke-là. S'il y a eu des complications dans l'opération, ils l'ont transféré à l'hôpital, elle est partie en urgence. Mais écoute, je pense que ça va bien aller. Là, elle capotait. Moi, j'étais crampé, là. Là, il voyait qu'elle capotait. Il dit, non, attends un peu, je te le prête. Là, je commence à y parler. Hey, elle m'a donné de la marque comme pas possible. Je suis après mourir. Steve, l'heure achève. Fait qu'il y a une couple d'affaires qu'on n'a pas encore de trucs. Fait que je vais t'élancer en rafale. Trop, hein? Non, tu parles. En fait, c'est qu'en général, c'est parfait. C'est juste qu'on a plus de temps. C'est bon. D'habitude, parce qu'on se rend en 2 heures. Mais vu qu'on est tête dans le temps, je vais passer les affaires en rafale. Ouais. Tu me répondras oui ça. Ou non? Oui, c'est ça, oui ou non. Une affaire... tu as joué à Val-d'Or, tu as joué avec un gars qui s'appelle Patrice Bernier. Yes! Qui s'est fait connaître des Montréalais oui. pour son talent au soccer. Patrice Bernier jouait au hockey. Les gens savent pas ça. Patrice Bernier, comme joueur de hockey, c'était comment à Val-d'Or? C'est un bon joueur, très intelligent. Ouais. Oui, c'était un très bon joueur de hockey. C'était un défenseur. Moi, je l'avais bien aimé. Je savais qu'il jouait au soccer aussi, que c'était un très bon joueur de soccer, mais je savais pas qu'il était aussi bon joueur de soccer que ça. Mais il aurait pu quand même faire quelque chose au hockey. Ouais. OK, cool. À Montréal, c'était vraiment spécial. Les années où tu étais là, il y avait beaucoup de clics. Il y avait beaucoup de personnalités. Tu sais, avec un Alex Kovalev. J'ai une anecdote. Tu vas-y. Il y a une anecdote que j'ai entendue. C'est sûr, il faut que je demande à Steve si ça l'implique. Que c'est sûr qu'Alex Kovalev était connu pour son tempérament. Il l'appelait l'artiste. Ouais. C'est vrai que tu as déjà sauté au cou d'Alex Kovalev dans le vestiaire? On s'est pogné, pas littéralement sauté au cou, là, physiquement. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on jouait à Washington. Ouais. Et puis, c'est l'année que ça va super bien, puis tout. Puis, il lance au filet, où il y a le défenseur, il lance au filet. Puis la puck, elle va haut dans les airs. Fait que moi, je suis vraiment devant le but, mais le goaler est comme à terre. Fait que là, il faut attendre que la puck elle tombe. Puis il y a un défenseur, un des défenseurs qui s'adresse, c'est un des toughs dans la ligue. Je m'en souviens plus si c'est Pete ou... En tout cas, là, il est mean, là, ce gars-là. Là. Fait que je sais qu'il est en arrière de moi, puis je me tourne comme je le vois qu'il va me... Fait que là, la rondelle n'a pas le temps de descendre en bas de la hauteur des épaules que... Je prends une chance de même, puis je la tape. Tu sais, peut-être à ça, là. Tu sais, il fallait qu'elle descende de plus. Mais en même temps que je fais ça, je me fais cross-checker dans le dos. Alors, ouais, la passe première dans le but, mais je score en même temps. Mais le but, il était refusé parce que... C'était au-dessus de la hauteur permise. Fait que là, lui... il est frustré de ça parce qu'il n'y a pas eu de points, il commence à me donner la merde. Pourquoi t'as pas laissé tomber la rondelle? J'aurais pas à mettre dedans. Moi, c'est quoi cette affaire-là? Là, moi, j'ai pogné un air, j'ai commencé à lui donner de la merde, puis on a commencé à se pogner dans la chambre. Mais en même temps que ça a parti ça,
Je sais pas si c'est Dom Saillant qui a ouvert la porte aux médias. Fait que ça a parti, ça, en même temps qu'il a ouvert la porte, tout le monde a rentré, moi puis là, on était après se donner de la merde. Mais, tu sais, en revenant, on s'était ça ensemble, puis on s'est discuté, puis il y avait pas de... Tu sais, c'est normal dans une équipe, là, c'est testostérone. Oh oui, c'est normal, là, tu joues le game, puis c'est parfait, puis moi, j'aime ça de même, puis après ça, on s'est parlé, il y avait rien de... Rien de grave. Parce que moi, ce que j'avais entendu, c'est qu'à un moment donné, tu avais eu du temps de powerplay, puis que ça l'avait rendu fou. Mais non, ça, c'est pas... ça, c'est un autre affaire. C'est peut-être sur le powerplay que ça s'est passé, mais c'est pas... Qu'est-ce que Steve Bégin fait sur le powerplay? Tu sais, ça le rendait... j'ai pas joué souvent sur le powerplay, mais... c'est sûr qu'on a scoré si j'étais là. Ouais, c'est ça. Devant le net. Mais c'était toute une personnalité, Cavalier. Oui, mais tu sais, dans le fond, il était quand même correct. Au début, je pense que sa personnalité, on l'a plus vu au début. La première année qu'il est arrivé. Mais l'année d'ensuite, après le lockout, quand il est revenu, je pense qu'il était vraiment, je pourrais dire, plus positif que négatif, sa personnalité. Peu de gens savent ça. Tu as été le MVP de la Ligue américaine en 2001, des séries. Ouais. Vous avez gagné la Coupe Calder. Ouais. Et j'avais entendu dire que tu en avais mangé toute une là, dans ces séries-là. J'étais déformé. Et quelqu'un avait, je sais pas c'est qui, mais Don Cherry, il avait mis... c'est Cherry qui utilisait ta photo? Corners coach, durant les séries de la Ligue nationale, il avait sorti, c'était ma photo que je couché sur le lit des soins à l'équipe, de l'équipe. Ouais. Mais écoute, tu peux même pas me reconnaître là, la face. Je suis fendu de partout. J'ai mangé un coup de hockey à deux mains, un coup d'hache de drette. De même, là, à travers la face, le nez était rendu sur la joue. J'étais fendu sous l'œil, j'étais fendu sur le nez est pété. J'étais allé dans la chambre, on a replacé le nez, je suis revenu sur la glace. Le lendemain, on a off. Le surlendemain, on a un autre game, mais je me réveille. Non, c'est ça? Ouais, j'ai deux yeux. Écoute, c'est pas... Non, c'est la première game, ça s'est passé. Là, après ça, c'est ça. C'est la première game, ça se passe. Là, on joue la deuxième game là-bas. J'ai reçu un slap shot sur l'autre œil. Fait que là, on a une journée off après ça. On joue la troisième game là-bas en série parce qu'on jouait 2 à maison, 3 là-bas, c'était en finale, puis 2 finir à la maison. Fait que la troisième game là-bas, je me réveille, puis capable d'ouvrir mes yeux, j'avais collé, était trop enflé, que j'ai fait le morning skate, m'ont tapé les 2 yeux. Non! Ouais, puis j'ai joué la game, les 2 yeux tapés pour les garder ouverts. C'est un jeu. Fait que, oui, j'ai fait, je pense que j'ai 20 points durant une série, mais tout des buts très importants à l'équipe que je comptais toujours dans les moments importants. Fait que j'ai été cette nommé. photo-là, je pense qu'elle est trouvable en ligne. Tapez Steve Bégin, mais ça se peut. cette photo-là qui est utilisée pour motiver les joueurs d'être-vous prêts à faire ce que ce gars-là a fait ça. pour vous rendre jusqu'au bout. Écoute, t'as vu mon gilet de hockey, là, il était plein de sang en grandeur. Là, c'est pas là que ta femme est tombée en amour avec la non, mais elle est habituée à me voir, puis elle était bien avertie qu'il se passe n'importe quoi, que tant aussi longtemps que je sors pas sur une civière, que je respire plus, j'ai dit, je veux pas te voir en bas. Ouais, je comprends. Fait que quand j'ai planté à Montréal la phase première, puis tu sais, tout fendu, les dents passent par là. Elle n'était pas descendue sur quelqu'un qui était venu la chercher, puis là, qui avait dit « OK, viens, là, on va t'expliquer tout ça », mais il n'y avait rien de grave. Fait que j'ai retourné sur la glace. Tu étais conscient, tu n'étais pas... Est-ce que ça, t'en as parlé, je veux pas aller trop longtemps, parce que t'en as parlé, ils t'ont fait venir à la vraie nature, à TVA, où ils font venir le monde pour les faire pleurer. Puis, c'est vraiment leur technique, mais tu savais en plus. Mais c'est vrai que quand tu étais jeune... vous n'aviez pas beaucoup d'argent, ton père aussi, tu en as déjà parlé, là, qui avait un problème d'alcool, mais que des fois, tes soupers consistaient d'une barre de chocolat, un sac de chips puis une liqueur. Ouais, ben écoute, mon père, on était sur l'aide sociale, puis l'été, il était pas souvent à la maison, il travaillait sous la couverte, au noir. Ouais. Fait que pour payer le hockey, payer... probablement sa boisson aussi. Tout. Mais juste ouvrir une parenthèse, là, ça fait 18 ans qu'il est sobre. Il y a quand même une bonne... c'est vraiment... happy ending. Exact. Puis, c'est ça. Fait que là, moi, je partais au dépanneur. C'était un genre de dépanneur épicerie sur le coin qu'on pouvait marquer. Fait que là, quand il recevait son chèque, le premier de l'autre mois, il allait payer la facture. Fait que moi, j'allais là, puis je me pognais un chip, puis une liqueur, une barre de chocolat, puis un gâteau, puis ça, c'était mon repas. Le guide alimentaire canadien, dans le fond. Ah oui, mais t'avais toutes les... cherchais, tu vois, tout, produits laitiers, le chocolat, les patates, les légumes, j'avais tout. Écoute, c'est vraiment cool. On a vraiment couvert beaucoup d'affaires et je vais juste mentionner en terminant que maintenant, parce que les gens se demandent qu'est-ce que tu fais, tu as ta propre compagnie de construction.
Oui, qui s'appelle Nobesco. Ah, ben, c'est en génie civil. On fait des ponts, viaducs. Donc, oui, ça marche avec le ministère du Transport. Super. Parce que j'avais oublié en partant, parce qu'on avait parlé à Marianne qui s'occupe de toi, puis c'est un truc que je voulais aborder, mais comme je t'ai dit, le temps a filé. Mais je vais en parler, puis je pense que c'est important aussi pour toi. Les Challenge You. Oui, Challenge You. J'ai fini les études. Donc là, parce que t'étais là, tu m'en parles, là, c'est fait, t'as fini. Oui, mais vu que tu vas passer au mois d'octobre. Ouais. Oui, ça va être fini à ce moment-là. Vu que c'est là, ce soir, là, le mois d'octobre. Oui, c'est ça. C'est passé. T'as fini ton secondaire. J'ai eu mon diplôme, oui. C'est fini. Ouais. Vraiment content. C'était pas facile, mais j'ai adoré le programme, le faire sur Challenge You. C'était incroyable. L'aide qu'on a là-dessus, on est vraiment, on est bien supporté, on est bien dirigé. On a tout ce que tu as besoin sur la plateforme est là. Puis j'ai trippé le faire, puis j'ai aimé ça. Puis j'adore les défis. Puis écoute, j'ai recommencé mon cours de français de secondaire 5. Là. Ça faisait 18 ans que j'avais pas été à l'école. 18 ans? Non, attends un peu. 22 plus ans. Que ça, 22 ans, excuse-moi. 22 ans que j'avais pas été à l'école. 22, ton numéro, tout est là. Exact, tout 22. Fait que c'était pas facile. Puis le programme il a changé beaucoup. Beaucoup plus difficile. Donc, j'ai aimé ça. Tout a bien fini. Puis je suis content. Qu'est-ce que tes filles ont dit de ça? Ben, ils étaient fiers de moi. Parce que t'as réussi à battre ta fille c'est de plus vitesse. facile de leur parler de l'école puis leur dire, écoute, secondaire, c'est important, j'ai mon diplôme. Oui. Est-ce que Challenge You, pour les gens qui ne savent pas, c'est une application qui te permet de terminer ton secondaire, si on veut, à distance. Exact. Tu le fais sur ton téléphone, tu le fais sur ton ordinateur à la maison, mais tu vas faire les examens au ministère. Oui. Et ça te prépare pour les examens, puis tu les fais. Et ça, c'est disponible là, sur les téléphones. N'importe où, sur ton téléphone, sur ta tablette, ton ordinateur, tu le fais à ta guise, où tu veux. C'est super pratique. Challenge You avec un U, si je ne me trompe pas. ChallengeYou.ca. Donc, ça fonctionne encore, c'est encore en gros. Oui, ça fonctionne à plein régime. Challenge You, allez voir ça sur Internet. S'il y en a qui veulent finir leur secondaire, Steve Bégin l'a fait. Exact. T'as plus de raison de ne pas le faire. C'est un cas de t'es-tu game? Exact. T'es-tu game de finir ton secondaire? Mais pour vrai, ça vaut la peine, surtout que maintenant, je pense que tout le monde... on a besoin. Oui, cégep, université, maintenant, avant une maîtrise, c'était comme, wow, quelqu'un t'a fait une maîtrise. Maintenant, je pense que c'est rendu un bac, c'est comme le minimum. On dirait tout monte tout le temps, les standards. Fait que le secondaire, c'est important. On a déjà même un peu busté de 6 minutes, donc je pense qu'il y a quelqu'un qui t'attend pour dîner. Et voilà, donc merci Steve. C'est moi qui te remercie. T'es tellement jaseux qu'on fera un autre épisode de Monday. C'est bon. On a juste couvert la moitié de ta vie. Parfait. Merci Steve. Merci, à la prochaine. Merci à Steve d'être passé au podcast. Ça a été un réel plaisir. Merci Steve d'avoir pris le temps. J'espère le recroiser à un autre moment donné, qu'il revienne au podcast. C'était tellement d'affaires à jaser avec Steve. On aurait fait un autre 8 heures. Merci Steve, ça a été vraiment une belle rencontre. Je remercie toujours les invités après les épisodes, et c'est normal parce qu'ils prennent le temps, mais c'est les derniers épisodes de la saison, je veux prendre le moment de vous remercier, vous les fans, les auditeurs, vous êtes là, vous écoutez le podcast à chaque année. Vous avez aucune idée comment ça nous fait chaud au cœur à Producer Tom, à moi, mon frère aussi qui travaille sur le podcast. Merci d'être là, le fanbase de Dread Tape grossit à chaque mois depuis le début du podcast, et ça c'est grâce à vous. Merci sincèrement de m'écrire, de m'envoyer des courriels pour me signifier que vous appréciez le travail qu'on fait pour le podcast. On met beaucoup de temps, on met beaucoup d'efforts, puis on met beaucoup d'amour dans ce podcast-là. Donc, merci sincèrement de continuer de suivre le podcast, d'en parler à vos amis. Vous êtes la raison pourquoi le podcast existe encore. Donc, merci sincèrement. Je vous rappelle que si vous avez des idées d'invités, que vous voulez vous avez des noms, que vous voulez qu'on reçoive, vous avez des plugs, vous avez des contacts qui pourraient nous aider à recevoir un invité, écrivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter, juste pas Linux. Linux, ça n'a pas rapport. Et ça va nous aider à faire du booking, puis on peut attraper du monde cet été au passage. Ça serait un réel plaisir. Ça va tout être des épisodes qui vont être dans la saison 4, donc c'est gagnant-gagnant. Sinon, j'espère sincèrement vous rencontrer en personne, vous serrer la main au party de fin de saison, Dread sur le tape qui s'en vient, jaser avec vous, prendre une bière, jaser de demi-visière, de patin blanc et de Zygmunt Palffy. Surveillez ça sur les médias sociaux, on va annoncer ça va être autour de la mi-avril. Sinon, rassurez-vous, il y aura évidemment l'épisode bonbon spécial repêchage avec Charles Chucky Pellerino. Et entre autres, parce qu'il va y avoir dans Charles et un autre invité mystère. Et donc, ce sera tout le compte-rendu, tout ce que vous avez à savoir, l'information accrue et non influencée. Charles fait ses propres recherches sur tous les prospects et tous les
les choses à savoir sur le draft de 2019. Le draft, c'est Noël à chaque année. Et Capo Caco, c'est le nom du jeune Finlandais là, qui fait fureur ces temps-ci. Alors, Charles va tout nous expliquer ça au mois de juin. Sinon, arrêtez de perdre votre temps. Allez sur Dreadsultape. En fait, patreon.com/Dreadsultape. Notre page Patreon, allez devenir membre. Ça va être... écoute, c'est un game changer dans votre vie. C'est comme un petit café Baileys. Tu sais, c'est comme, wow! Tu pognes une petite coche là, en fin de soirée. Je remercie aussi le Domaine Saint-Jacques qui nous permet de remettre une bouteille à chaque invité qui ne reparte pas les mains vides, mais avec un vin québécois, un vin d'une entreprise familiale qui vient d'ici. D'ailleurs, le Domaine Saint-Jacques est à Saint-Jacques-le-Mineur, sur la rive-sud de Montréal. Vous êtes dans le coin, vous revenez des States, hop, un petit arrêt au vignoble. Vous allez rencontrer Yvan et Nicole, qui sont les parents de Jay, Laurie et Sarah. Mais il y a juste Jay qui passe à la télé, puis comme le monde il aime bien ça, la TV. Puis tu sais comment c'est. Bref, je fais des blagues, mais non, des parents de Jay du Temple, mon bon ami. Donc, arrêtez ramasser une bouteille de vin et eux nous commanditent, si on veut, d'une certaine manière, et ils nous permettent de donner une bouteille de vin à chaque invité qui est comme « Oh, nice! » puis qui découvre un vin québécois. Et ça, c'est pas peu dire. Merci Yvan, merci Nicole, merci Domaine Saint-Jacques. You go, girl. Mais boys too. Finalement, merci à vous. Passez. C'est tellement mon gars, mes présentations. Merci à vous, certainement, encore une dernière fois. On vous prend pas pour acquis et on travaille très fort. Merci de nous suivre. Passez un bel été et on se revoit la saison prochaine. Je vous dis pour une dernière fois cette année. OK, bye-bye, là. Bye-bye.